Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Les membres de la conférence administrative départementale du Mono ont tenu leur rencontre mensuelle ce mercredi du mois de novembre. Nous en parlerons dans ce journal. Rencontre hier entre le ministre de la Santé Benjamin Humpati et les responsables religieux. Objectif, exhorter ces leaders religieux à sensibiliser leurs fidèles à se faire vacciner. Hors de nos frontières, la ministre française de la mer Annick Girardin prépare un plan de sortie de flotte pour les bateaux qui n'obtiendraient pas d'autorisation nécessaire pour continuer à travailler dans les zones britanniques. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les représentants des institutions nationales des droits de l'homme INDH francophones échangent depuis hier à Cotonou. C'est un atelier qui porte sur le suivi du respect des droits de l'homme par les institutions nationales des droits de l'homme en période électorale. Aimé Juste Desfodji pour le compte rendu. L'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme, AFCNDH, organise depuis ce jeudi un atelier de renforcement mutuel de capacités et d'échange à l'endroit des institutions nationales des droits de l'homme, INDH. Après les mots de bienvenue de Clément Kakochichi, président de la Commission béninoise des droits de l'homme, la présidente de l'AFCNDH est revenue sur l'objectif de ce séminaire. Le présent atelier vise donc à renforcer le partage d'expériences en pair sur les techniques de suivi du respect des droits de l'homme par les INDH en période électorale. Il nous mettra assurément en présence des situations aussi nombreuses que nous le suggère la diversité des expériences et des vécus électoraux des pays membres de la FCNDH comme une véritable source d'enrichissement mutuel. Organe facilitateur de dialogue entre l'État et les organisations de la société civile, les institutions des droits de l'homme INDH jouent un rôle fondamental dans le respect des droits de la personne humaine. Première fonction qui leur est allouée est de conseiller le gouvernement pour aider notamment l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires dans lesquels les droits humains sont concernés ainsi que les libertés fondamentales. Une deuxième fonction, plus délicate de contrôle de l'action publique, notamment lorsque les libertés publiques sont concernées, pour sans cesse rappeler avec détermination au gouvernement les engagements pris par l'État au moment de la ratification des conventions et traités pertinents en matière de droits humains. Arrivé premier au terme de l'élection des nouveaux membres de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, le Bénin s'engage à partager son expérience avec les autres pays membres de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme, mais aussi poursuivre la lutte pour le respect des droits de l'homme. Cette élection témoigne de ce que la République du Bénin demeure un État démocratique et particulièrement respectueux des droits de l'homme. Pionnier de la démocratie en Afrique, le Bénin reconnaît l'importance et le rôle que jouent les institutions nationales des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits humains. Financé par l'Organisation internationale de la francophonie OIF et l'Agence française de développement AFD, les travaux de cet atelier d'échange et de renforcement mutuel des représentants d'INDF francophones sur le suivi du respect des droits de l'homme par les INDF en période électorale prend fin vendredi. Les membres de la conférence administrative départementale du Mono ont tenu ce mercredi leur rencontre mensuelle de novembre 2021. C'était à la salle de conférence de la préfecture de Lokossa sous la conduite du préfet. Bienvenue Milorin. Compte rendu, Jonas Bouchi. Deux des principaux sujets inscrits à l'ordre du jour de cette session de la conférence administrative départementale du Mono ont particulièrement retenu l'attention des participants. Il s'agit en premier d'une communication du directeur régional de l'Agence pour l'emploi sur le dispositif Azoli, une initiative qui offre la chance de l'emploi aux jeunes selon le préfet du Mono. Azoli vise essentiellement à donner une possibilité d'emploi aux jeunes de 15 à 30 ans et qui sont sous-employés ou n'ont pas du tout de qualification. Il s'agit
d'une plateforme mise à la disposition de ces cibles qui souvent n'ont pas de qualification ou sont sous-employés, afin non seulement de les former, de leur donner une compétence, mais aussi de les déployer sur le marché de l'emploi à travers certaines relations entretenues entre la NPE et les usines et autres unités de production ayant besoin de cette force ouvrière. Compte tenu du code foncier au Bénin et procédure de sécurisation foncière, c'est l'autre sujet de grand intérêt à cette conférence. Nous avons pris connaissance non seulement du code foncier, mais également des prestations qu'offre cette agence et de l'importance de cette agence pour la sécurisation foncière, les procédures et processus à suivre pour l'obtention d'un titre foncier qui reste aujourd'hui le seul titre de propriété reconnu au regard du code, tous les autres étant des actes de présomption de propriété. Donc plusieurs recommandations ont été faites pour voir la possibilité d'alléger le processus, d'amoindrir les coûts afin de faciliter l'adhésion des populations. Déjà, le préfet Bienvenu Milorin a instruit les directeurs départementaux de la santé et des enseignements primaires et secondaires à enclencher les procédures de sécurisation définitive des domaines des écoles et centres de santé du Mono qui sont sous l'emprise des litiges domaniaux. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a rencontré dans l'après-midi d'hier les responsables religieux. Et cette séance s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Dorcas Awangan pour le compte-rendu. Cette rencontre vise à sensibiliser les responsables religieux sur la campagne de vaccination contre la Covid-19. Appelés à exhorter leurs fidèles à prendre part à la vaccination, les responsables religieux ont évoqué plusieurs inquiétudes dont font cas les fidèles au sujet de la vaccination. Je trouve qu'il va falloir donner des explications sur des cas de décès. Des cas de décès après vaccination, il y en a. La désinformation est une réalité, vous ne vous en doutez pas. Même s'il n'y a pas d'essai, certains après vaccination prennent des effets secondaires graves ou moins graves. Les gens, ce qu'ils présentent aussi, c'est l'affaire de consentement éclairé. En réponse à ces préoccupations, le ministre de la Santé a donné des explications pour éclairer les uns et les autres sur l'imposition ou non de la vaccination et bien d'autres inquiétudes. Le vaccin n'est pas imposé au Bénin, mais si, il y a des groupes pour lesquels le vaccin est imposé. Les agents de santé ont imposé que le vaccin est obligatoire pour les agents de santé. Aujourd'hui, 75% des agents de santé sont déjà vaccinés. Nous avons dit que l'accès public est subordonné au pass vaccinal. Rien ne vous empêche de prendre la décision que pour venir maintenant au culte, là, il faut que le pass vaccinal soit présenté. Pour l'ensemble des vaccins, les sujets de plus de 18 ans peuvent se vacciner. Pour les cibles de 12 à 18 ans, seuls les vaccins qu'on appelle les vaccins à ARN, c'est-à-dire le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, peuvent être administrés au sujet de 12 à 18 ans. Chacun a le choix du vaccin, sauf des situations particulières qui imposent aux agents de santé d'orienter pour dire « Ah, dans ces cas-là, il vaut mieux faire ce vaccin ». Dans les cas où ce n'est pas indiqué, chacun a le choix de le faire. Mais quand il y a une position particulière, on le dit également, et c'est ce qui justifie le formulaire de consentement éclairé. Faut-il le rappeler, l'objectif de la campagne de vaccination est d'atteindre une couverture vaccinale de 40% d'ici décembre. Atelier de mobilisation des maires autour de la vaccination contre la Covid-19. C'était hier à Cotonou, une assise qui a permis de sensibiliser les responsables communaux à mieux s'investir dans la campagne contre la pandémie. Frédéric Espoir-Oumambou. Une nouvelle stratégie de guerre contre la Covid-19. Elle implique désormais les élus locaux des 77 communes du territoire national. C'est donc la raison de cette rencontre du ministre Benjamin Hunkpati avec les premières autorités de nos collectivités locales. Et pour planter le décor, Dr Aruna Djengare, représentant résident de l'OMS au Bénin, fait l'état des lieux. À la date du 16 novembre 2021, il y a eu 383 500 personnes vaccinées, une première dose, et 297 700 personnes complètement vaccinées, ce qui fait seulement une couverture vaccinale de 4,8% de la population cible.
qui a fait le choix éclairé de se protéger contre ce virus. Un chiffre qui malheureusement est très loin de la cible prônée par la communauté internationale de 40% de la population d'ici fin décembre 2021. C'est donc pour prendre les taureaux par les cornes en vue de créer une immunité collective contre la pandémie que la campagne accélérée contre la COVID-19 a été lancée il y a quelques jours. Et donc, personne ne sera de trop dans cette nouvelle guerre contre la COVID, à en croire le ministre de la Santé. Des équipes seront déployées dans tous les arrondissements, villages et quartiers de ville de vos communes respectives. C'est une campagne qui se déroule dans le contexte actuel d'infodémie, de rumeurs, de fausses informations, nécessitant l'implication de tous, principalement des autorités politico-administratives et également des leaders d'opinion. Mesdames et messieurs les maires, le défi majeur à relever pour la présente campagne est celui de la mobilisation des populations en vue de leur adhésion à la vaccination. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à un engagement personnel aux côtés des équipes du ministère de la Santé et de toutes les autres structures publiques afin de mobiliser nos populations à se faire vacciner. Désormais, 442 points de vaccination seront déployés sur toute l'étendue du territoire national contre les 116 points habituellement déployés au cours de la campagne de routine. Et les maires prennent fait et cause pour cette politique vaccinale, à commencer par Luc Setonji Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Nous saluons la présente initiative qui vise à mobiliser les maires des 77 communes de notre pays pour une couverture vaccinale assez importante au sein de nos populations. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que l'Association nationale des communes du Bénin et la mairie de Cotonou continueront de jouer pleinement leur partition aux côtés du gouvernement pour faire en sorte que la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de cet atelier ne souffre d'aucune insuffisance. Des échanges ont porté sur le plan de déploiement de la campagne, le rôle des maires et les stratégies de mobilisation des populations. Parlant toujours Covid, le conseiller municipal de Parakou, Kassim Wouroussoua, a exhorté la population béninoise à sortir massivement pour se faire vacciner. Ce message entre dans le cadre de la quinzaine de la campagne de vaccination contre la Covid-19 lancée depuis ce lundi par le groupe de Presse TV International et d'NTV Diaspora FM. On l'écoute. Campagne que vous avez commencée, c'est le moment pour que nous puissions sensibiliser nos populations à sortir massivement et à respecter les gestes barrières, à aller se vacciner. C'est le moment de les inviter. Donc je vais profiter de votre chaîne pour lancer un appel à l'endroit de la population béninoise et particulièrement à celle de Parakou, pour leur dire de sortir très massivement et aller se faire vacciner. Parce que la vaccination est le gage d'une santé saine. Nous avons besoin de la santé pour pouvoir bien vivre. Et aucun gouvernant de ce monde ne va jamais vouloir voir sa population partir comme les gens sont en train d'intoxiquer pour dire que ce vaccin n'est pas bon. C'est un très bon vaccin. C'est un vaccin qui nous permettra de vivre longtemps également. Nous avons constaté, nous avons des proches qui sont partis par cette pandémie. Nous avons des amis, des parents. C'est parce qu'en son temps, il n'y avait pas ce vaccin. Et beaucoup les ont intoxiqués. Raison pour laquelle ils ne se sont pas manifestés pour aller se faire vacciner. Aujourd'hui, nous avons la chance que ces vaccins sont disponibles partout. Et c'est à 0 francs. Vous vous levez, vous allez, on vous vaccine. Vous rentrez chez vous calmement, sans conséquence. Même moi qui suis en train de vous parler, j'en ai déjà pris ma dose. Donc actuellement, je suis à l'abri de la pandémie. Mais malgré que j'ai pris ma dose, je continue toujours par respecter les mesures barrières, qui est l'usage du masque, et le lavage des mains à l'eau et au savon, ou bien des gels hydroalcooliques.
Donc je voudrais lancer un appel à l'endroit de la population béninoise et à toute la population du monde, je dirais, parce que c'est une pandémie qui a embrassé tout le monde. Donc nous allons tous aller nous faire vacciner. Hors de nos frontières, Khartoum est sous le choc au lendemain de nouvelles violences entre manifestants anti-putsch et forces militaires soudanaises. Après un mercredi meurtrier ayant fait au moins 15 morts, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, actuellement en tournée en Afrique, demande à l'armée d'autoriser les manifestations pacifiques. Seul signe d'apaisement du pouvoir, le rétablissement des télécommunications et l'Internet. Reportage. Les violences se poursuivent à Khartoum. Policiers et anti-putschistes se sont encore affrontés hier dans le nord de la capitale à coups de jets de pierre et de gaz lacrymogène au lendemain de la journée la plus meurtrière depuis le coup d'État du 25 octobre. Mercredi, une quinzaine de manifestants ont été tués. Hier, la police soudanaise a affirmé ne pas avoir ouvert le feu et ne recense de son côté qu'un seul mort parmi les manifestants. Il y a eu des violences injustifiées lors des événements du 13 novembre. Pendant ces événements, il y a eu des agressions de la police et nous avons été surpris. Nous n'accusons aucune partie car nos enquêtes sont toujours en cours. Notre enquête elle-même porte sur la source de l'information. Il est important pour nous d'identifier chaque ressortissant soudanais qui est mort en tant que martyr, où et comment. Le pouvoir militaire a fait un premier pas vers l'apaisement en rétablissant hier les communications téléphoniques coupées toute la journée de mercredi. Internet inaccessible depuis plusieurs jours fonctionne de nouveau. Les militants ont immédiatement appelé les Soudanais à mettre en ligne vidéos et informations sur les manifestations de la veille. En déplacement au Nigeria, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a condamné la répression militaire et appelle l'armée à autoriser les manifestations pacifiques au Soudan. Incertitude pour les pêcheurs français ce matin au lendemain d'une annonce qui a fait l'effet d'une bombe chez les professionnels du secteur. La ministre française de la mer, Annick Girardin, prépare un plan de sortie de flotte pour les bateaux qui n'obtiendraient pas d'autorisation nécessaire pour continuer à travailler dans les zones britanniques. Bourrasque dans le Finistère. Aux assises sur la pêche et des produits de la mer, les discussions se font houleuses quand on touche à la question des licences pour les navires français dans les eaux britanniques. Tandis que Paris, depuis des mois, tient tête à Londres, ce jeudi, le gouvernement semble courber l'échine, avec l'esquisse d'un plan B en cas d'échec des négociations. Il nous faut nous préparer à des pertes. Et ce n'est pas parce qu'on va maintenant anticiper, il est temps. Que l'on renonce, bien entendu. Alors j'ai demandé à la DPMA de me proposer, en relation avec les professionnels, une estimation des plans de sortie de flotte que je pourrais financer. C'est une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros qui pourra être mise sur la table. Une sortie de flotte signifierait la mise à quai et la destruction forcée des navires de pêche français qui n'auront pas obtenu le précieux laissez-passer. Pour l'heure, près de 220 licences définitives ont été accordées. Paris a réduit ses exigences et en réclame encore 150. Pas assez, selon les professionnels du secteur. Cette nouvelle annonce de la ministre a créé la stupeur chez les élus bretons. Le bras de fer n'est pas perdu, la négociation n'est pas terminée. Et je pense qu'il est justement pas temps d'annoncer aujourd'hui un plan de sortie de flotte. Et je ne me résous pas aujourd'hui à un plan de sortie de flotte. Nous ne sommes pas d'accord sur cette approche. La pêche ne doit pas être la variable d'ajustement de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, car cela serait un naufrage de la politique européenne au même titre que de la politique française et des affaires étrangères. L'indemnisation proposée correspondrait à une centaine de bateaux seulement, selon le président du comité. Des fonds provenant d'une enveloppe européenne destinée à pallier les conséquences du Brexit. Le gouvernement français anticipe ainsi un possible échec des négociations, une concession diplomatique qui serait cher payée quand on sait qu'un quart des prises françaises hors Méditerranée proviennent des eaux britanniques.
Échange d'amabilité la nuit dernière à la Maison-Blanche, bien sûr, entre Justin Trudeau, Manuel Obrador et Joe Biden. Mais derrière les sourires de façade, les dirigeants américains, canadiens et mexicains sont en désaccord sur de nombreux sujets, des relations commerciales à la question migratoire. Suivez. Depuis le départ de Donald Trump, les relations entre les responsables amis se sont largement apaisées. Il s'agit là du premier sommet des leaders d'Amérique du Nord depuis 2016. L'administration Biden veut montrer l'image de relations diplomatiques sereines et de liens économiques très forts entre elles, le Mexique et le Canada. Notre vision nord-américaine pour l'avenir s'appuie sur nos forces communes, ainsi que sur 3 démocraties dynamiques avec des populations et des économies dynamiques souhaitant travailler ensemble. Mais derrière les amabilités d'usage, les contentieux sont nombreux. Le Canada et le Mexique sont inquiets des implications du plan de relance voté par le Congrès américain. Après le premier volet sur les infrastructures, une deuxième enveloppe est à l'étude concernant cette fois les dépenses sociales et environnementales. Ce texte comporte un crédit d'impôt pour inciter les Américains à acheter des véhicules électriques made in USA. Pour le Mexique et le Canada, c'est une mesure protectionniste qui porte un coup de canif au traité de libre-échange, car les deux pays sont étroitement liés au secteur automobile américain en matière de production et d'assemblage. Nous investissons actuellement de façon significative sur les véhicules à zéro émission dont le monde aura besoin dans les années à venir. Durant le déroulé de ces 2 derniers jours, j'ai souligné dans plusieurs conversations que le Canada est très inquiet de l'impact que cela aura, non seulement sur l'industrie au Canada, mais aussi dans l'industrie intégrée et ses travailleurs des 2 côtés de leurs frontières. Nous continuerons à fournir le travail nécessaire pour défendre nos positions, mais aussi pour trouver des solutions. Des solutions, il faut également en trouver à la frontière sud, où la pression migratoire ne faiblit pas. Le Mexique doit gérer un flux constant de milliers de migrants souhaitant accéder au rêve américain. Son président, Manuel López Obrador, a appelé à une ouverture régulée de la frontière pour soulager ses 2 partenaires en manque de main-d'œuvre. Joe Biden a promis de traiter avec plus d'humanité les migrants, tout en maintenant les restrictions mises en place par Donald Trump au nom de la lutte contre le Covid-19. Président Biden, aucun président dans toute l'histoire des États-Unis n'a manifesté un compromis aussi grand et univoque pour améliorer la situation des migrants. Et en leur nom, je vous exprime ma reconnaissance. Je me réfère tout particulièrement à votre proposition de régulariser la situation migratoire des 11 millions de personnes qui vivent et travaillent honnêtement dans cette grande nation. Dans un communiqué final, les 3 dirigeants se sont engagés à travailler ensemble sur l'immigration et le changement climatique, sans faire d'annonces concrètes, et ont annoncé un nouveau sommet au Mexique en 2022. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end.